pretty neat. Does it mean no worries for the rest of our days? Cet aller-retour permanent entre l'opéra et la comédie musicale, parce que par exemple, le grand compositeur de comédie musicale dont on a déjà parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, Stephen Sondheim, quand on l'interrogeait sur pourquoi il n'écrivait pas de l'opéra, en gros, il disait que l'opéra, c'est plus l'art du XXe siècle, bon, parce qu'il a principalement écrit au XXe siècle. L'art qui parle maintenant aux foules et dans lequel on peut faire des choses très complexes, très sophistiquées, très profondes, c'est la comédie musicale. Et donc, je vais essayer de vous parler un peu de cet aller-retour, puisque le musical est né en fait de la fusion d'un art européen et d'un art américain, mais par contre c'est quand même un art américain au premier chef. Voilà, donc ça c'est ma légitimité. Je remets mes lunettes, excusez-moi, c'est l'âge. Alors l'autre aspect qui m'a frappé dans le discours, notamment tout ce qui touche au discours économique, c'est cette idée que quand on va voir une comédie musicale, on achète une émotion garantie et on parle de business, on parle d'entertainment. Alors moi, je suis frappée parce que je pense à des phrases comme "There's no business like show business". C'était vraiment le mantra de l'âge d'or de la comédie musicale. Et ça touche peut-être à une différence de fond entre l'approche européenne et spécifiquement l'approche française et l'approche anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte à effectivement parler business dans un univers anglo-saxon parce que le succès financier, le succès professionnel, c'est un signe de la grâce divine, c'est qu'on a la grâce et c'est là-dessus que repose beaucoup le rêve américain. Et voilà pourquoi Arnaud a utilisé le mot entertainment et non pas sa traduction française qui est divertissement. Parce qu'en France, le divertissement, c'est toujours suspect. Alors que entertainment, c'est positif, c'est that's entertainment, c'est comme ça que ça fait une des grandes chansons de l'âge d'or et un film hommage qui était sorti dans les années 70 et qui avait bien relancé l'amour des grandes comédies musicales de l'âge d'or. Et puis aussi, on utilise beaucoup aujourd'hui le mot performance, qui est le mot américain, et pas performance, parce que bon, certes, c'est une performance physique d'être acteur ou chanteur de musical, parce qu'il faut réunir énormément de talents différents, et c'est peut-être aussi la spécificité. En français, on dirait représentation, on dirait interprétation, on se place déjà dans des niveaux très différents. Mais ce qui caractérise beaucoup, je crois, l'univers de la comédie musicale, c'est ce professionnalisme et cette versatility, encore un mot qu'on ne peut pas traduire tel quel en français, mais cette multiplicité de talents qu'il faut arriver à développer, c'est-à-dire qu'on est acteur, chanteur et danseur. Et c'est pas donné à tout le monde. Et je reviens très rapidement sur cette ambivalence entre comédie musicale et opéra. Je crois qu'on a commencé l'après-midi en parlant de catégories. Les catégories, c'est assez important. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est aussi la nature des voix. Quelles sont les voix des gens qui font de la comédie musicale et qui font de l'opéra? Alors il y a des intersections, la soprano qui chante dans Le Fantôme de l'opéra, c'est une vraie soprano d'opéra dans Candide de Bernstein, c'est une soprano coloratura, il n'y a pas à y faire, une chanteuse de musique au standard ne peut pas chanter Cunégonde. Mais c'est aussi la nature des orchestrations, des arrangements, et Porgy and Bess, qui a commencé comme un opéra, où tout est chanté du début à la fin, et qui se revendiquait comme opéra, a été remis en scène il y a 3-4 ans à Broadway comme comédie musicale, avec beaucoup plus de dialogue parlé, des arrangements plus jazz, qui reposaient beaucoup sur le fait que la plupart des airs de Porgy and Bess sont devenus des standards du jazz, et donc ils ont une histoire dans notre inconscient collectif, enfin plus qu'inconscient. Et donc on est habitué à les entendre dans ces multiples arrangements de jazz, dans la voix d'Ella Fitzgerald ou de Louis Armstrong.
Et donc, cet opéra est redevenu une comédie musicale. Et il y a beaucoup d'allers-retours comme ça aussi. Par exemple, toujours Stephen Sondheim, je lisais récemment une interview où il disait qu'il était prêt à tout pour que ses œuvres touchent un public plus jeune et différent du public de Broadway ou même du Châtelet, puisque maintenant on commence à avoir beaucoup de Sondheim à Paris. Et il a accepté par exemple qu'on fasse une adaptation de Sweeney Todd assez... alors je ne sais même pas comment la décrire, c'est par une troupe qui s'appelle Devochka, mais qui est très très différente de ce qu'il a écrit au départ. À condition qu'on ne touche pas à la structure, il était d'accord pour qu'on fasse une adaptation qui ouvre ses œuvres à un public différent. Voilà, donc ça c'est mon entrée en matière. Maintenant je vais essayer de parler de ce que j'avais prévu de parler, de ce dont j'avais prévu de parler. Alors, donc, je dirais que on m'a demandé de parler de l'âge d'or de Broadway, et en fait, l'âge d'or de Broadway, il y en a plusieurs, donc c'est assez difficile, c'est déjà une gageure comme tout ce qui a été demandé aujourd'hui. C'était pas quelque chose auquel vous pouvez répondre simplement. Mais je dirais qu'il y a 3 caractéristiques principales, et ça se vérifie sur toute l'histoire de la comédie musicale. C'est que dès l'instant que le cinéma est entré en jeu, il y a eu des allers-retours permanents entre Broadway et Hollywood. Pas toujours à 100%, c'est pas forcément du tout sous la même forme, et c'est pas forcément les mêmes interprètes qu'on va retrouver, mais il y a quand même un dialogue ou une compétition, on peut le dire, ou une concurrence entre New York et Hollywood, et une concurrence qui peut être très nourrissante et pour l'un et pour l'autre, très, très fertile. Et donc, en gros, ce qui caractérise l'histoire de la comédie musicale, c'est le passage de quelque chose qui est une revue, des séries de chansons, à quelque chose de totalement intégré. On a beaucoup parlé d'intégration déjà, donc je ne vais peut-être pas tout dire. Et moi, j'ai improvisé cette phrase, c'est l'idée qu'on est allé d'une comédie très légère et sans profondeur et parfois sans véritable trame narrative à quelque chose qui pourrait s'apparenter au Gesamtkunstwerk. Alors là, c'est des termes très savants. C'est Wagner qui avait cet idéal que dans une œuvre, on ait tous les arts réunis, c'est-à-dire à la fois les arts visuels, le chant, la danse et la poésie. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qui s'apparente le plus au Gesamtkunstwerk, c'est les très bonnes comédies musicales. Alors, le premier âge d'or, c'est les années 20. Donc c'est un âge d'or parce que c'est les fantastiques des années 20, the Roaring Twenties, qu'il y a une joie de vivre généralisée, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent, il y a trop d'argent, et puis il n'y a pas encore la concurrence du cinéma parlant, il y a juste le cinéma muet. Et donc sur un très bon site que je vous recommande, dont j'ai évidemment oublié le nom, mais qui est très détaillé et informatif sur la comédie musicale, la phrase qu'ils emploient pour la décrire, c'est « The busiest decade Broadway would ever know », donc la décade la plus active, puisqu'il y avait jusqu'à 50 numéros musicaux par saison. Là, je crois que les chiffres actuels, c'est 10, si j'ai bien compris. Alors, évidemment, tout ne marchait pas, mais peu importe, de toute façon, on renouvelait ça chaque année, ça n'avait pas une très grande importance. Et à l'époque, les billets étaient déjà assez chers en réalité. 3,50 $, c'est peut-être les 100 $ d'aujourd'hui. Mais bon, comme les gens empruntaient et vivaient au-dessus de leurs moyens, c'était pas un problème. Voilà. Et donc il s'est passé beaucoup de choses pendant ces années 20. Il s'est passé beaucoup de choses parce que au départ, les premières comédies musicales, c'était vraiment de bric et de broc, c'était assez hybride. Et là, il a commencé à se construire quelque chose de plus conséquent.
Alors là, un exemple de quelque chose qui a très bien marché en 1925, qui s'appelle Nono Nanette. Alors ça se joue plus tellement, hein, mais ça a été repris en 1971. Mais ça a quand même marqué les esprits parce qu'il y a la chanson Tifatu, Tifatu, Tifatu. Donc souvent, on se souvient de beaucoup de ces comédies musicales des années 20 à cause de quelques chansons qui sont rentrées, qui sont devenues des standards et qui sont effectivement totalement déconnectées de leur comédie d'origine. Et en fait, le plus significatif à cet égard, c'est que ce qui marchait vraiment dans les années 20, c'était les Follies, les Ziegfeld Follies. Donc Ziegfeld, c'était quelqu'un qui s'était inspiré du principe des Folies Bergères. Donc il a pris Folie de Folies Bergères et il a aussi pris toute l'extravagance des Folies Bergères. Vous voyez toutes les danseuses alignées, bon, des belles filles. Et un autre aspect important par rapport au milieu, bon, alors les années 20 c'était une période très débridée, mais il faut quand même voir que l'Amérique c'est quand même une société assez puritaine, et ce qui a fait marcher la toute première comédie musicale qui porte ce nom, qui s'appelle The Black Crook, à la toute fin du 19e siècle, c'est qu'on voyait des filles un peu moins vêtues que ne le permettait cette société. Et donc ça c'est un trait caractéristique majeur. Hein. Mais dans les Folies, on alternait des scènes de danse comme ça très extravagantes et des sketchs, des chansons, y compris des chansons humoristiques. Là je vous ai mis une photo de Fanny Brice, qui était une des stars des Ziegfeld Follies et qui est le modèle de Funny Girl, cette comédie musicale qui a propulsé Barbara Streisand au firmament. Voilà. Et W.C. Field, hein, qui est surtout connu maintenant pour les films et pour son humour totalement déjanté, mais il a commencé sur scène. Donc quand je disais qu'il y avait pas mal d'allers-retours entre Hollywood et Broadway, ça a déjà commencé dans les années 20, même quand ces gens n'étaient pas encore au cinéma. Alors Ziegfeld, c'était aussi quelqu'un qui prenait énormément de risques. Alors il dépensait énormément d'argent pour produire ses Folies. C'était extravagant aussi au sens où il dépensait beaucoup d'argent, et il reflète exactement la folie des années 20, hein, c'est une sorte de Gatsby. Et puis parfois il perdait énormément d'argent, et il jouait beaucoup, et il jouait aussi beaucoup avec ce qu'il faisait sur Broadway. Donc parfois il gagnait, puis parfois il perdait. Et il a pris un énorme risque en montant Showboat en 1927, parce que c'était quelque chose de totalement nouveau, et c'est généralement considéré comme la comédie musicale qui a vraiment fait changer le monde de la comédie musicale, parce que ça abordait des sujets tabous, c'était basé sur un roman. C'était pas juste une série de chansons et une petite comédie légère. Ça parlait d'amour aussi, évidemment, mais ça parlait d'amour entre gens pour lesquels la société américaine n'était pas forcément d'accord pour qu'ils soient ensemble. Ça parlait du racisme auquel on est confronté, ça parlait d'une femme qui est abandonnée par l'homme qu'elle aime, etc. Et puis ça avait évidemment des décors somptueux, parce que ça se passait sur ce bateau qui descend le Mississippi. Ça a donné un film magnifique, enfin 3 films, mais l'un qui est plus connu que les 2 autres, et puis des chansons qui sont absolument des standards. Alors je ne sais pas par rapport au temps, si je vous montre rapidement All Man River. J'espère que je vais y arriver sans problème. C'est là que je suis préparée sans être préparée. Voilà, All Man River. Oh. There's an old man called the Mississippi. That's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got trouble? What does he care if the land ain't free? Old man
be soon forgotten, but old man River, he just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Told that boss, lift that nail, you get a little drunk and your land in jail. I get weary and sick of trying. I'm tired of living and scared of dying. But old man River, he just keeps rolling on. Dark is always cause of Mississippi, dark is always. Je vais arrêter là parce que ça passe à autre chose. Voilà. Alors, illustration du fait que c'était très risqué. Les gens sont sortis le soir de la première sans dire un mot et tout. Et bon, Ziegfeld était sûr que c'était un flop. Et le fameux bouche à oreille a fonctionné. Et le lendemain, les gens faisaient la queue dans la rue pour avoir des places. Et ça a joué, 572 représentations à l'époque, c'était déjà énorme. Donc c'était un grand succès à tous les égards. Qu'est-ce qui est important par ailleurs dans cette période? Alors bon, s'il y a énormément de choses à dire, j'ai essayé de prendre quelques points saillants. C'est le rôle des frères Gershwin. On oublie toujours que George Gershwin, le compositeur, avait un frère, Ira, qui a joué quand même un rôle important dans le succès de son frère, puisqu'il écrivait les textes, ce qu'on appelle les lyrics en anglais, les textes de ses chansons, et ce sont souvent des chansons très faciles à retenir aussi à cause des textes, et aussi parce qu'ils sont très drôles. Donc pour les auditeurs anglo-saxons, c'est vraiment important. Alors il y a par exemple Lady Be Good, dont vous voyez l'affiche, qui a eu énormément de succès, qui a lancé entre autres Fred Astaire et sa sœur Adèle. Alors Fred Astaire a ensuite fait une énorme carrière au cinéma, mais sa sœur a fait un beau mariage et elle s'est retirée de la scène. Et puis il y a aussi Funny Face en 1927, dont je parle parce qu'il y a deux chansons qui sont extrêmement célèbres et qui ont été réutilisées bien des années plus tard dans le film Funny Face, donc qui ne s'inspire pas tellement de la trame de la comédie musicale d'origine, mais qui utilise les chansons. Alors voilà, ce sont les autres auteurs et interprètes importants de la période, Irving Berlin et Cole Porter, qui ont couvert en fait une grande partie de l'histoire de l'île, pas juste une décennie, mais beaucoup plus. Rogers et Hart aussi. Et un interprète qui a son importance parce qu'il était adulé des foules, Al Jolson. Il était adulé, et ce, bien que la plupart des rôles qu'il ait joués, il les ait faits en blackface, c'est-à-dire maquillé en noir, et il n'était pas noir du tout, il était originaire d'Europe de l'Est. Mais c'est aussi lui qui a joué dans le premier film parlant, le film qui a vraiment tout fait basculer, et c'était déjà une comédie musicale, Le chanteur de jazz. Alors c'est pas vraiment une comédie musicale, c'est quand même un film avec des chansons. Je crois qu'il n'est pas catégorisé dans les comédies musicales, mais c'est quand même un film important. Alors évidemment, 1929, c'est aussi la crise, et donc c'est la fin du premier âge d'or au sens d'un âge d'or financier. Broadway va nettement moins bien au point de vue des revenus dans les années 30, parce que 3,50$ ça devient énorme pour des gens qui sont au chômage et qui n'ont plus de revenus. Voilà. Donc le musical a rempli le même rôle que le cinéma hollywoodien, donc de faire oublier les soucis qu'on a, mais il a aussi servi il a eu un rôle un peu de critique sociale. Il y a eu un certain nombre
de comédie musicale, notamment des Gershwin, hein, les trois qui sont cités là, Strike Up the Band, Girl Crazy et Of the Icing, sont des satires politiques hein, qui mettent en boîte les politiciens, qui sont assez virulentes. Hein. C'est avant le macartisme, c'est une période où il y avait pas mal de contestations sociales. Il y a même eu une comédie musicale très célèbre qui était montée par les syndicats. Et puis il y a cette comédie musicale totalement déjantée, Elsa Poppin. Donc aujourd'hui on la connaît. Voilà, ça c'est le genre de choses qui arrivent dans Elsa Poppin tout le temps. Aujourd'hui on connaît surtout le film. C'est un peu un film culte comme est devenu le Rocky Horror Picture Show par la suite. Quand j'étais jeune, on allait voir Elsa Poppin toutes les 2 semaines, pas au studio Galant, mais sur le même genre de cinéma, parce qu'on rigolait, mais sans arrêt. Et les chansons finalement n'étaient pas très importantes, donc c'était pas en tant que comédie musicale que c'était un hit. Alors je voulais juste vous montrer un extrait de Girl Crazy. Alors j'espère que je vais le retrouver facilement. Avec Ethel Merman. Pourquoi? Parce que Ethel Merman c'était une des très très grandes stars de Broadway qui n'a pas fait de carrière à Hollywood. Et c'était une grande star de Broadway parce qu'elle avait une voix d'une puissance exceptionnelle. Et à l'époque, c'est quand même aussi une très très grande différence avec ce qui se fait maintenant. On ne sonorisait pas les scènes. Donc les gens qui chantaient la comédie musicale, c'était des gens du calibre de ceux qui chantaient l'opéra. Ils avaient des voix absolument travaillées et puissantes. Et Paul Robeson, que vous avez entendu chanter au Marvelous, c'était un chanteur d'opéra. Et donc il y avait aussi plus de porosité entre le monde de l'opéra et de la comédie musicale pour en tout cas les rôles à voix. Mais Ethel Merman ne faisait pas d'opéra. Bon là, elle était déjà plus dans sa prime jeunesse. Hein. J'ai atteint mon temps et j'ai encore beaucoup de slides, alors je vais passer tout en 1 minute. Voilà. On va voir si j'y arrive. Donc, quelques œuvres importantes dans l'entre-deux âges d'or. Lady and the Dog, pourquoi c'est important? Parce que c'est une des œuvres de Kurt Weill qui a réussi. Kurt Weill, c'est une figure absolument essentielle pour le musical. Pourtant, il n'est arrivé aux États-Unis qu'à la fin des années 30, chassé d'Allemagne parce qu'il était juif. Mais c'est quelqu'un qui a inventé un idiome qui a été énormément suivi et je dirais surtout dans l'après-guerre, mais avec l'opéra de Katsu, donc il avait écrit dans les années 20, avec Bertolt Brecht, il a posé des jalons et l'opéra de Katsu, on en parle rarement comme comédie musicale, ça va être joué je crois l'année prochaine au Théâtre des Champs-Élysées, précipitez-vous, c'est vraiment par le Berliner Ensemble, donc
c'est la comédie musicale européenne, si vous voulez. C'est ce qui s'est développé en Europe pendant que la comédie musicale américaine se développait, mais c'est quelqu'un qui a eu une influence tutélaire extrêmement importante. Et quand il est arrivé aux États-Unis, il a été flexible, il s'est adapté et il a écrit des choses pour la scène américaine. Et il a eu la chance de travailler avec Ira Gershwin, donc le frère de George qui était mort en 1938, sur Lady and the Dark. Qui est aussi un musical intéressant au sens où ça parle de sujets un peu plus profonds. Hein. C'est une femme qui fait une psychanalyse sur scène et qui raconte ses rêves. Et il y a eu un film avec Ginger Rogers qui est absolument somptueux. Bon, je ne vais pas vous montrer l'extrait, mais où ils ont dépensé manifestement des fortunes sur les décors et les costumes. Les costumes sont absolument incroyables. Et puis un autre tournant dans l'histoire du musical, c'est Oklahoma, donc créé en 1943, qui est le premier où on retrouve ensemble Rodgers et Hammerstein qui ont écrit ensemble les plus grands tubes des années 50. Et ça représente un changement radical dans toute la démarche de la comédie musicale, c'est-à-dire une intégration beaucoup plus poussée que tout ce qui s'était fait avant. C'est-à-dire que là, effectivement, les chansons deviennent le moteur de l'action. C'est un peu comme l'opéra. Ils ont trouvé enfin quelque chose qui associe vraiment l'action et la musique. Et puis qui parle aux gens de façon plus simple. Oklahoma, c'est des gens comme vous et moi du Midwest, une fille qui se demande lequel de ces deux soupirants choisir, et puis des danses qui ressemblent à ce qu'on voit dans les westerns, etc. Voilà. Donc ils ont lancé une nouvelle façon de faire. Puis donc dans la foulée, il y a Annie Get Your Gun, c'est aussi basé sur un western. C'était un des vehicles, comme on dit, de Ethel Norman, donc un de ses grands succès. Et ça joue toujours, ça fait partie de ces comédies qui n'ont pas disparu de la scène de Broadway. Kiss Me Kate, c'est aussi de ces années-là. Alors, Cole Porter, on l'avait déjà vu dans les années 20-30, lui c'était surtout un compositeur de chansons, pas du tout compositeur de comédie musicale intégrée. Mais Kiss Me Kate, qui a été, donc j'en parle parce que ça a été donné cette année au Châtelet, c'est aussi un autre signe d'ambition du musical, c'est on prend du Shakespeare et on fait Shakespeare en comédie musicale. Alors depuis, évidemment, ça a connu une certaine fortune. Moi, j'en parle parce que je suis spécialiste de Shakespeare, mais c'est particulièrement réussi, Kiss Me Kate, comme façon d'intégrer Shakespeare, parce que c'est un backstage musical. Alors ça, c'est toute une catégorie de musical qui se retrouve aussi beaucoup au cinéma. Backstage, ça veut dire en coulisses. Et donc, il y a énormément de musicals qui sont autoréférentiels, qui parlent de comment on monte un musical, qu'est-ce que c'est qu'un musical. Et le Fantôme de l'Opéra, quelque part, c'est aussi ça. Donc, c'est un genre qui est extrêmement autoréférentiel, le musical, et le musical au cinéma encore plus. Même Elsa Poppin, en fait, ça raconte tout ce qui part en quenouille et rate, dans un projet de monter un musical dans une maison, la maison de campagne de quelqu'un de très riche. Voilà. Et puis Kiss Me Kate, c'est important parce que d'abord ça a eu évidemment plus de 1000 représentations à l'époque, et c'est le premier musical à avoir reçu un Tony Award, donc c'était marquant. Voilà, et puis donc les années 50 ont consacré le modèle Rodgers et Hammerstein avec deux grands musicales qui ont été également montrées ces années récentes à Paris au Châtelet, The King and I, Le Roi et moi, et The Sound of Music, La Mélodie du bonheur. Une autre qui est un peu moins connue, mais qui est quand même tout à fait extraordinaire à mon sens. Je reviens à ce site dont je parlais, qui dit que beaucoup de gens considèrent que c'est la meilleure comédie musicale jamais écrite. C'est un musical atypique qui se passe un peu dans les bas-fonds de New York, avec des gangsters. Et l'action est tellement importante que dans le film qui en a été tiré, c'est Marlon Brando qui joue un des rôles. Donc Marlon Brando dans une comédie musicale, c'est quand même pas absolument évident. Il y a Frank Sinatra aussi, mais bon, lui, c'est moins inattendu. Marlon Brando chante et danse et c'est absolument... ça vaut le détour. Voilà, et puis bon, voilà, je terminerai peut-être avec ça. My Fair Lady,
voilà. C'est le point culminant, hein, je dirais, de cet âge d'or. C'est aussi le début de la fin après. C'est, encore une fois, c'est très ambitieux parce que ça prend une vraie pièce de théâtre qui parle de vrais sujets comme la mobilité sociale, le fait que le langage peut être un frein à la mobilité sociale, les différences, enfin aussi le rapport maître-élève hein, entre Pygmalion et son élève, hein, puisque la pièce de départ s'appelle Pygmalion. Et puis c'est un Gesamtkunstwerk, qui a absolument aucun doute. Et puis c'est aussi ce qui a lancé Julie Andrews, qui est devenue une des grandes stars du cinéma musical. Bien qu'elle n'ait pas eu l'honneur, parce qu'elle n'était pas assez connue, d'être prise pour le film, qui est aussi un des plus grands films de cette période. Audrey Hepburn, qui joue magnifiquement, est doublée dans le film parce que sa voix n'était pas suffisamment conforme au canon de ce qu'attendait Hollywood d'une voix de chanteuse de comédie musicale. Et évidemment, pour la petite histoire, c'est la même chanteuse dont personne ne connaît le visage ou presque, qui s'appelle Marnie Nixon, qui double Natalie Wood dans West Side Story. Donc, ça peu de gens le savent, mais c'est une voix lyrique, c'est une voix de chanteuse d'opéra en fait. Voilà. Bon, bah j'arrête là. Merci. Je connais un peu moins bien hein, ce qui se fait maintenant, mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une reprise de ces grands classiques, et on le voit là à Paris, le Châtelet a finalement essayé de faire en 10 ans le travail de constitution d'une culture de base en comédie musicale qui n'a pas été fait pendant 90 ans. Donc ils ont fait un travail absolument remarquable en faisant venir d'abord des spectacles étrangers, puis en montant les siens. Bon, enfin, à Paris, évidemment, c'est comme on l'a vu, hein, ça touche un nombre restreint. Mais là, pour fréquenter assidûment le spectacle du Châtelet, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Donc sur les 90 000 en question, il y a les anglophones de Paris, c'est clair, mais il y a aussi beaucoup de touristes, parce que c'est l'occasion de voir à des prix un peu moins astronomiques qu'à Londres ou New York, des spectacles qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours donnés à Londres ou New York, hein, puisque c'est des reprises de classiques, ou même des recréations à partir de classiques, parce qu'un Américain à Paris, ça n'a jamais été une comédie musicale, c'était un ballet au départ, et ça a été un film superbe, en fait, dirigé par... ça m'est donné, peu importe, c'est Gene Kelly qui est l'âme de ce film. Et donc ils en ont recréé une comédie musicale avec des dialogues nouveaux. C'est pas l'histoire tout à fait du film, en tout cas les points importants. Et ça, je crois que c'est peut-être une voie. Et quand je regarde ce qui se passe à Londres, il y a énormément, il y a eu un foisonnement de nouvelles comédies musicales à Londres, et c'est souvent tiré maintenant de romans, de pièces de théâtre. Enfin, il y a cette ambition qui est restée, c'est cette idée que la comédie musicale, ça doit parler de vrais sujets, pas juste être un divertissement. Voilà, c'est ce que je pense. Moi, j'ai une question. Donc, vous avez parlé des standards. Et alors, d'après vous, est-ce que d'avoir les standards, ça tire de l'intérêt du public pour les comédies musicales, parce que c'est pas vraiment... la comédie musicale, c'est pas un genre de divertissement qui est vraiment, vraiment commun, Vous comprenez ? Oui, en fait, oui. Alors là, je vais peut-être rebondir sur ce qui avait été dit dans la toute première conférence. C'est ce travail finalement de diffusion, voire pédagogique, hein, qui est réalisé par des séries comme Glee, hein, où moi je parle avec ma fille, hein, qui est étudiante ici, et je lui dis est-ce que tu connais telle chanson ? Elle me dit oui, bien sûr, je l'ai vue dans Glee, mais elle ne l'a pas vue dans le film ou dans la comédie musicale d'origine dont c'est venu. Donc Glee a joué un rôle important. Et puis, il y a d'autres choses qui jouent un rôle important. Alors, encore une autre catégorie, c'est le jukebox musical. Donc, et là, ça a été en quelque sorte inventé aussi dans les années 50 avec Singing in the Rain. Singing in the Rain, c'était Arthur Freed, un producteur qui a dit bon, ben, on va récupérer tout notre stock de chansons,
on va prendre les meilleurs et on va inventer une histoire qui permette d'utiliser toutes ces chansons. Et ils ont inventé le plus grand musical des années 50 et peut-être même plus, avec une vraie histoire qui racontait quelque chose de tout à fait profond, hein, le traumatisme qui a été le passage du cinéma muet au cinéma parlant, mais aussi ça parle des états d'âme de l'héroïne qui veut être dans le legitimate theater, hein, sur la scène sérieuse, et qui en fait est danseuse de cabaret et finit par devenir une star de comédie musicale. Donc ça, c'est des vrais sujets. Et maintenant, il y a un foisonnement, je dirais, de jukebox musical aussi. Je pense à Moulin Rouge, hein, c'est peut-être Moulin Rouge qui a été le déclencheur, hein, en prenant des chansons qui étaient de styles très différents d'époques très différentes, en les réarrangeant et adaptant. Et parfois, c'est meilleur, à mon sens, que la chanson d'origine. Moi, j'adore la version de Roxane de Moulin Rouge. Je trouve que c'est même mieux que la version d'origine. Et oui, ça joue un rôle important pour amener les gens à la comédie musicale. Je crois que Moulin Rouge a certainement joué le même rôle que Singing in the Rain à l'époque. J'ai une question qui est assez pointue. Vous parlez de sonorisation tout à l'heure, et je m'adresse aussi à d'autres gens dans la salle parce que je ne trouve pas cette information. C'est quand est-ce que les scènes ont été sonorisées pour la première fois, et notamment en comédie musicale? Quand est-ce qu'on a utilisé des micros pour la première fois et que ça a changé la façon d'interpréter sur scène? Alors effectivement, je ne sais rien sur les dates, mais ce que je sais, c'est que la technologie, maintenant, n'a rien à voir même avec ce qu'il y avait il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, on remarquait que c'était sonorisé. Maintenant, les petits micros, d'abord, on ne les voit pas. Et puis, il y a une balance qui est faite très savamment. Enfin, je parle sous le contrôle des gens de... et même à l'Opéra Bastille, il y a une très 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 légère sonorisation. Là, vous en apercevez absolument pas, c'est sûr et certain. Mais la salle est si grande que s'il n'y avait pas un tout petit soutien, il y a des endroits où on n'entendrait pas, parce qu'il faut passer par-dessus un énorme orchestre à Bastille. Et dans les salles de comédie musicale, l'acoustique n'est pas toujours aussi bonne que dans un opéra. Donc c'est sûr que ça a changé la vie. Ça a permis à des danseurs, ça a permis à des gens dont le talent premier était la danse de devenir plus facilement des interprètes de comédie musicale. Ce qui m'a frappé, hein, dans Singing in the Rain et An American in Paris, c'est la différence d'accent mis sur les talents des gens. Certains sont beaucoup plus danseurs et certains sont beaucoup plus chanteurs et d'autres sont beaucoup plus acteurs. Malheureusement, c'est souvent les acteurs c'est souvent le côté théâtre qui pêche, à mon sens. Les gens ont un talent de chanteur ou de danseur, ou les deux, ils sont un peu moins bons comédiens. Donc, s'il y a quelque chose à faire travailler plus, c'est le théâtre. Voilà.